Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre chronique habituelle Meuse FM Reportage. Aujourd'hui, nous sommes de retour au musée de Bar-le-Duc pour y visiter l'exposition intitulée Les belles feuilles du musée barrois. Pour nous accompagner, tout au long de cette exposition, nous sommes, comme à notre habitude, accompagnés de Claire Payet, responsable de ce musée. Bonjour Claire. Bonjour Pascal. Et ravi de te retrouver dans cet endroit inscrit dans l'histoire. Claire, le musée barrois possède un fonds d'art graphique d'une grande richesse tant documentaire que patrimoniale. Pendant 4 ans, il a fait l'objet d'une étude approfondie à l'occasion de son récolement. Pourrais-tu, dans un premier temps, nous expliquer à quoi consiste cette opération ? Alors, le récolement est une obligation légale, en fait, pour les musées labellisés Musée de France, comme c'est le cas du musée barrois. C'est la loi qui nous oblige, tous les 10 ans, faire un petit point sur nos collections. C'est-à-dire qu'on va pointer les objets par rapport à nos registres d'inventaire. Et on en profite pour vérifier l'état de conservation de l'objet, sa localisation, voir s'il est toujours dans nos murs, et puis voilà, de faire un point un petit peu récapitulatif sur cet objet, de reprendre des photos si besoin, de le faire restaurer si besoin. Donc tous les 10 ans, on est prié de pointer tous les objets de nos collections. Le musée barrois n'a pas encore fini son premier récolement, tout simplement parce que c'est très très long comme opération, et donc là, nous avons achevé le récolement des arts graphiques après avoir achevé celui des peintures. Et au total, nous avons déterminé que nous avons environ 4500 œuvres d'art graphique. Cette opération de récolement est donc un véritable travail de l'ombre, un travail minutieux, peu connu du grand public. Mais c'est une opération réglementaire. Dans le cadre de cette exposition, vous avez voulu souligner son importance et les enjeux qui en résultent. Comment expliquez-vous aux visiteurs cette mission essentielle ? Alors, cette mission, elle est essentielle parce que elle est vraiment liée à la connaissance du fond. C'est une opération qui n'avait quasiment jamais été faite dans les musées jusqu'en 2002. Et à partir de ce récolement, en fait, ça nous permet de connaître non seulement les œuvres dans leur singularité, mais aussi le fond dans sa globalité. C'est-à-dire que grâce au récolement, on va pouvoir avoir une vision vraiment globale de ce qu'on a, non seulement dans la nature des objets, dans les sujets abordés, les auteurs, mais aussi dans l'état de conservation global du fond. Et à partir de ces informations, en fait, on va pouvoir orienter, la muséographie, c'est-à-dire si on veut changer par exemple un jour les collections permanentes, puisqu'on connaît le fond grâce au récolement, on va pouvoir se dire non, je vais pouvoir mieux orienter vers les beaux-arts ou vers le fond local ou vers la sculpture parce que je sais ce que j'ai dans mes collections. On peut aussi mieux cibler les restaurations par exemple ou les acquisitions à venir. Le fonds d'art graphique du musée barrois est constitué donc d'environ 4500 œuvres. C'est un fonds important qui méritait une mise en lumière plus conséquente. Cette obligation de récolement était donc opportune pour le valoriser. Quel parcours avez-vous choisi, avez-vous privilégié pour exposer une partie de ces œuvres oubliées ? C'est toujours un petit peu difficile de faire une exposition à partir de 4500 œuvres parce qu'il faut faire un choix pour les exposer dans 150 mètres carrés. Donc ça veut dire qu'on réduit le choix à une petite centaine d'œuvres. Donc pour faire ce choix, il faut se donner des contraintes. Donc on est parti en fait des thèmes que l'on voulait aborder et l'idée c'était de montrer la collection dans sa diversité à travers ces thèmes. Donc on est parti sur 4 thèmes. Montrer d'une part toutes les techniques que nous avons dans le fond, puisque l'art graphique en fait se définit comme les œuvres étant sur papier. Mais sur papier, on a différentes techniques. On a du dessin, on a de la gravure, on a de la photo notamment. Ensuite, on voulait montrer l'étendue ou la diversité des thèmes abordés. C'est notre deuxième section. On voulait également mettre l'accent sur le fait que le musée est riche d'un patrimoine local. Le musée barrois ne s'appelle pas barrois pour rien. C'est l'une de ses missions principales de montrer le patrimoine local. Et il se montre aussi dans les arts graphiques. Et enfin, on finit en beauté avec la section chef-d'œuvre des arts graphiques. L'art graphique se caractérise par la diversité des techniques utilisées par les artistes. Alors pourrais-tu, Claire, nous dévoiler différentes techniques présentes dans les œuvres ici exposées dans cette salle ? Alors dans cette première salle, on aborde justement ces techniques avec 2 sous-sections. Les techniques du dessin d'un côté, les techniques de la gravure de l'autre. Donc dans les techniques du dessin, on pense tout naturellement au graphite, donc la mine de plomb, c'est notre crayon à papier pour faciliter la compréhension. Le fusain, la sanguine, le pastel, mais aussi l'encre qui se travaille soit à la plume, soit au pinceau, l'aquarelle et la gouache. La gouache peut paraître surprenant dans les arts plastiques parce que c'est vrai que dans l'imagination populaire, c'est plutôt de la peinture, mais comme on la travaille sur du papier,
elle fait partie des arts graphiques. Au niveau de la gravure, eh bien, on a ce qu'on appelle la gravure directe et indirecte, donc la gravure au burin et la gravure à l'eau forte ou la lithographie pour les principales techniques. Alors dans cette partie, dans cette salle de diversité des techniques, est-ce que tu pourrais nous présenter une œuvre que tu as envie de mettre en valeur? On peut parler de cette œuvre à la sanguine d'un artiste de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Donc c'est une œuvre intéressante parce que ancienne déjà dans le fond, qui est attribuée à Giuseppe Cesari, qu'on appelait le cavalier d'Arpin. Et c'est une petite nymphe, donc c'est une petite œuvre qui fait 10 cm sur 10 à peu près, et qui est réalisée à la sanguine. Donc la sanguine, c'est une technique de dessin qui est constitué d'un minerai qu'on appelle l'hématite, qui a une couleur en fait proche du sang, d'où son nom. Et c'est une technique qui a été très utilisée par les artistes à la Renaissance, en particulier en Italie, et qui permet des dessins souvent assez raffinés, qui demandent une grande maîtrise du geste parce que c'est un outil qui ne peut quasiment pas s'effacer. Donc il faut modifier, c'est une technique assez sèche, donc il faut travailler par hachure, un petit peu à l'estompe, mais surtout par hachure pour les ombres. Ce qui est intéressant dans ce dessin, c'est qu'en fait l'artiste va travailler avec le papier puisque toutes les parties claires sont laissées blanches par le papier. L'art graphique, c'est aussi donc une variété des thèmes abordés. Alors, comment avez-vous traité ce domaine dans l'exposition? En fait, c'est une section qui n'est pas très originale puisque finalement, dans tous les beaux-arts, on aborde tous les thèmes, mais ça permet de le montrer. Donc, dans les arts graphiques comme en peinture, on aborde les différents thèmes classiques que sont la religion, la mythologie, le portrait, la scène de genre, le paysage, la peinture historique. Et avec les arts graphiques, on peut avoir d'autres thèmes qui émergent, qui sont l'étude préparatoire ou l'étude d'après-modèle, qui font partie du travail au quotidien de l'artiste. Alors l'étude préparatoire va permettre de montrer la pensée qui évolue de l'artiste, et l'étude d'après-modèle, comme on voit par exemple, on a une très belle main, donc copie d'un plâtre académique, donc qui montre l'apprentissage en fait du dessinateur devant le plâtre ou même devant le modèle vivant. On a aussi mis en lumière un de nos fonds important qui est les cartes plans atlas. On montre différentes représentations de l'espace avec une vue topographique plutôt stratégique militaire, un plan de ville, une carte de la Meuse et une feuille d'atlas. On peut aussi mettre en lumière la satire puisque la gravure est propice aux dessins de presse notamment, qui sont beaucoup développés à partir de la fin du 18e au 19e, et la satire, la caricature vont beaucoup aussi se développé à cette époque. L'une des missions principales du musée est de mettre en valeur le patrimoine local. Pourquoi cette exposition inédite s'inscrit-elle effectivement dans cette démarche de valorisation du territoire local? Alors effectivement, dès sa création, en fait, le musée barrois a eu vraiment une mission de mettre en valeur, de conserver le patrimoine local. Donc dans nos collections, notamment dans le fonds ancien, on a effectivement beaucoup de choses qui se rapportent à ce territoire qu'on essaye donc de mettre en valeur. Alors à travers les arts graphiques, en fait, on a essayé de mettre en valeur ce patrimoine local sous 3 angles. L'angle le plus évident, ça a été de montrer le patrimoine local dans les sujets abordés. Donc on montre des paysages, donc des vues de ville, vues de Bar-le-Duc, de Ligny-en-Barrois, de Marville, d'Aviotte, mais aussi de la campagne avec une vue de Nubécourt et une vue de la campagne meusienne non identifiée. Et puis le patrimoine local, c'est aussi les personnages qui ont fait l'histoire de la Meuse, de Bar-le-Duc et de ses environs. On montre là aussi, parmi tant d'autres, Raymond Poincaré et aussi des personnages moins connus du grand public, mais qui ont eu leur importance pour l'histoire locale et pour le musée d'ailleurs. Vladimir Konarski, qui fut un grand historien local au début du XXe siècle, qui fut président de la Société des Lettres notamment, et le docteur Gély, qui fait partie de nos plus grands donateurs, qui a été lui aussi un personnage important de Bar-le-Duc à la fin du 19e, début 20e siècle. Et puis, on aborde enfin dans ces sujets le petit patrimoine, je dis ça sans être du tout péjoratif, c'est la vie courante ou le patrimoine industriel, avec par exemple les références aux brasseries de Bar-le-Duc, ou les concours hippiques, ou l'imprimerie Laguerre, ou bien les petits artisans, notamment à Loupy-sur-Cher. D'autres sujets? Alors ce patrimoine local, on a aussi voulu le mettre en valeur par les donateurs. En effet, dans nos grands donateurs,
notamment au 19e, début 20e siècle, il y avait des personnages vraiment très importants du territoire. Et je pense en particulier ici, notamment à Freund Deschamps, qui fut le directeur de la bleuterie fameuse de l'île Henrigot, le bleu des champs, qui fabriquait ce bleu qu'on utilisait pour la lessive, pour blanchir le linge. Et Freund Deschamps était un grand amateur d'art, et notamment d'art graphique. Et il nous a donné une centaine d'œuvres d'art graphique avec des grands noms, vraiment. Et là, on montre par exemple une œuvre de Mucha qui lui a appartenu. Le dernier volet du patrimoine local, ce sont les artistes. Donc là aussi, on a fait un choix un petit peu drastique avec quelques artistes de Bar-le-Duc ou de la Meuse, avec des artistes du 19e, début 20e. On retrouve Włodzimir Konarski, qui était aussi un grand dessinateur et graveur. Job aussi, qui a été un illustrateur au début du 20e siècle. Et des artistes plus confidentiels comme Édouard Damin ou Pierre Thiriot, auxquels on avait consacré des expositions dans le passé. Et puis des artistes qui ont eu une renommée un petit peu plus importante, que Paul Lemagny, qui fut un très très grand graveur, donc originaire de Bar-le-Duc. Et puis Ipoustegui, bien évidemment, le grand artiste meusien qui a connu une carrière internationale. Ce parcours enrichissant, chargé d'émotions et culturellement séduisante s'achève comme le bouquet final sur 8 chefs-d'œuvre sélectionnés pour leur qualité technique, leur importance historique, leur originalité. Ils auraient fait, sans nul doute, l'admiration de quelques musées parisiens. Quels critères ont été retenus pour choisir ces chefs-d'œuvre ? Alors là aussi, c'est une question difficile. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? On pourrait déjà se poser la question. C'est une question philosophique. Tout à fait. Le bac est passé, c'est dommage. En fait, le premier des critères, le plus facile, c'est la notoriété de l'artiste. Et c'est vrai que c'est l'un des critères les plus faciles. On se dit, si un artiste a fait une grande carrière, voilà, c'est qu'il était bon quelque part. Mais là encore, ce qui est intéressant, c'est que souvent, cette qualité de l'artiste est couplée bien sûr à une qualité technique, bien évidemment, mais aussi est liée au donateur. Je pense par exemple au dessin de Camille Claudel qui nous a été donné par la famille de Rothschild, à un moment où au début du XXe siècle, les Rothschild distribuaient, entre guillemets, des œuvres comme ça dans les musées de province, et donc le musée barrois en a bénéficié. Le dessin représentant Madame Poincaré réalisé par Friant nous a été aussi donné par Madame Poincaré. Friant, donc, qui est grand artiste nancéen, donc fin 19e, début 20e également, très connu pour son style très naturaliste en fait. Et on retrouve bien son style dans ce dessin où le visage est extrêmement détaillé, c'est vraiment assez époustouflant. Et alors que le corps de Madame Poincaré, son costume et le décor, qui est quasi inexistant, est beaucoup plus allusif. Donc on retrouve bien ce style de Friant qui appuie bien sur les traits du personnage tout en mettant dans le flou le reste du décor. Alors, dans cette salle, si j'avais à te faire choisir une œuvre parmi toutes celles que tu as exposées, laquelle choisirais-tu ? Friant, une autre ? Alors, en fin de compte, c'est celle de l'affiche. C'est celle de l'affiche, exactement. C'est pas pour rien qu'on l'a choisie, c'est que on a tous, une petite préférence pour cette œuvre au sein de l'équipe. C'est une gravure sur bois d'un artiste japonais qui s'appelle Hiroshige et qui représente la rivière Tatsuta et le mont Tatsuta, qui date du milieu du 19e siècle. Alors pourquoi je choisis cette œuvre ? D'abord, d'un point de vue technique, c'est vraiment une œuvre remarquable. C'est une gravure sur bois, donc ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile que sur cuivre. Il faut laisser en relief le bois. Donc il faut creuser autour de la ligne en fait pour faire apparaître le relief. C'est très délicat quand on voit le niveau de détail de la gravure, c'est quand même assez impressionnant. C'est une gravure qui est colorée et en plus elle évoque notre fond aussi extra-européen. Dans notre fond d'art graphique comme dans notre fond global, je dirais, nous avons aussi des œuvres qui viennent d'ailleurs et pas seulement de Bar-le-Duc et de la Meuse. C'est important, mais il y a aussi des choses ailleurs. Et donc cette gravure qui renvoie aussi à toute une vogue pour le japonisme du 19e siècle, qui a beaucoup influencé des artistes comme Monet par exemple, et qui a eu une grande influence sur la vision même des artistes en Europe de façon globale. Donc Hiroshige, pour le resituer, c'est un contemporain d'Okusai qui est plus connu. Ce sont deux artistes qui ont beaucoup travaillé le paysage notamment et la représentation du Japon avec des séries de paysages autour parfois même d'une même rivière, d'une même montagne pour montrer l'évolution des saisons.
notre circuit à travers les œuvres d'art graphique exposées au musée Barrois touche à sa fin. Il est temps, Claire, de conclure cette visite. Et avant de nous séparer, pourrais-tu nous rappeler toutes les informations utiles pour découvrir cette superbe exposition qui met ou remet en valeur des œuvres restées trop longtemps dans l'ombre de l'oubli? Alors cette exposition, il faut le souligner, qui est soutenue par le Pays Barrois dans un projet global de mise en valeur des collections du musée, est visible jusqu'au 22 septembre, jusqu'aux Journées du patrimoine. En juillet et en août, le musée est ouvert tous les jours de 14h à 18h et en septembre, nous reprenons notre rythme habituel du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Pendant les Journées du patrimoine, le dimanche, nous proposons une visite guidée comme beaucoup de dimanches de l'été. Il faut se renseigner auprès du musée. Très certainement, nous allons aussi organiser des rencontres avec les agents du musée qui ont fait le récolement. Donc si les gens veulent en savoir plus sur cette opération, poser des questions, voir comment on fait, eh bien ils seront les bienvenus. Encore un grand merci Claire de nous avoir si gentiment reçus et de nous avoir servi d'interprète tout au long de ce reportage. Pour le musée Barrois, les belles feuilles marquent la fin des opérations de récolement et s'inscrivent dans la volonté de mettre à l'honneur un important fonds d'art graphique trop longtemps confiné dans les archives muséales. Espérons enfin, chers auditeurs, que ce reportage vous donnera envie d'aller visiter cette remarquable exposition d'une grande richesse, aussi bien documentaire que patrimoniale, à venir admirer avant le 22 septembre 2019. La fragilité des techniques et la sensibilité des supports à la lumière ne permettent pas l'exposition permanente des œuvres présentées.